18h30 sur Al-Oula. Bienvenue dans cette édition. Voici ses principaux titres. C'est l'une des constantes de la politique étrangère du Royaume. La défense de la cause palestinienne jouit du soutien indéfectible du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. À la clé des initiatives humanitaires et politiques ordonnées par le souverain en faveur du peuple palestinien, l'illustration de la ferme détermination royale à instaurer une paix durable au Proche-Orient. Excès de vitesse, infraction du code de la route, les incivilités au volant sont légion. En cette période de rush estival, les appels à la vigilance se multiplient pour prévenir les accidents de circulation. Nous mettrons le cap sur El Jadida où l'activité touristique bat son plein. La cité accueille des visiteurs de tous bords, séduits par la fraîcheur de son climat en cette période de forte chaleur. Bonsoir à tous. Ce soir, dans le cadre de notre capsule spéciale Fête du Trône, nous braquons les projecteurs sur l'un des fers de lance de la politique étrangère du Royaume sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi. La cause palestinienne, depuis son intronisation, le souverain n'a eu de cesse d'œuvrer en faveur de la paix au Moyen-Orient. Des actions concrètes qui reflètent un engagement sincère et immuable affiché en toutes circonstances à la juste cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien. Tfarah Saaf, Youssef Mzani et Oumé Marabli. قضية القدس أمانة في عاتقنا جميعا حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى. Elle est l'une des constantes de la politique étrangère du Royaume. Plus encore, la cause palestinienne est au centre des préoccupations du souverain. Une implication infaillible qui se traduit sur le terrain par des actions concrètes. Le Maroc joue un rôle clé dans la défense des droits du peuple palestinien. Dans tous les forums internationaux, le Royaume est derrière la Palestine. D'ailleurs, il a toujours appuyé son adhésion à de multiples institutions internationales, notamment l'Interpol ou encore la Cour pénale internationale. Nous sommes reconnaissants à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour son attachement ferme à l'instauration d'une paix réelle, basée sur l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds et Sharif comme capitale. Un soutien qui va au-delà du volet politique, à l'action concrète. Sous l'égide de Sa Majesté le Roi, l'agence Beit Mal Al-Quds s'est engagée dans la réalisation de projets concrets et dans divers domaines en faveur des Maqdissi. Son fer de lance, la préservation de l'identité culturelle de la ville sainte et l'amélioration des conditions de vie de sa population et appuyer sa résistance. L'agence est un des piliers de la stratégie d'aide marocaine aux Palestiniens. Au-delà de la préservation de la ville, elle mène des actions avec des retombées concrètes sur la qualité de vie des Maqdissi. L'agence Beit Mal Al-Quds est avant tout là pour aider et appuyer les Maqdissi. Sur le terrain, elle mène des actions concrètes pour faciliter le quotidien de ce peuple frère. Une agence qui, sous le leadership royal, maintient la cause palestinienne au centre de toutes les actions. Le Royaume est le principal contributeur dans les finances de l'agence. Des actions dont la valeur s'élève à 5 millions de dollars. Nous espérons que d'autres pays arabes se joindront à l'élan d'aide marocain et que de nouvelles agences d'aide Al-Quds se verront le jour. Sur la scène mondiale, le Maroc, venant du continent africain, est un interlocuteur écouté et respecté. Et en cela, je crois qu'il faut absolument que le Maroc continue à défendre le peuple palestinien. Je crois que c'est très important. C'est une question de crédibilité aussi, parce que le Maroc est écouté. Un Maroc qui vole au secours de ses frères palestiniens en toute épreuve. Le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, a opéré pendant le mois sacré de Ramadan la première percée humanitaire par voie terrestre dans la bande de Gaza sous blocus. Avant de signer un deuxième acte fort,
celui du déploiement de l'opération humanitaire d'aide médicale. Une aide qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement royal immuable et permanent en faveur du peuple palestinien. Le décryptage dominical de l'actualité en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Oussama Salimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi a amorcé une œuvre de développement holistique, jalonnée de réformes multidimensionnelles, de projets structurants qui métamorphosent depuis 25 ans le visage du royaume. Quel est pour vous le fil rouge de ces 2 décennies d'action royale ? Le fil rouge auquel vous faites référence se décline sur plusieurs points. Sur le plan économique, le développement. Savez-vous que le PIB du Maroc a triplé entre 1999, où il était de 45 milliards de dollars, à aujourd'hui 2024, où il est de l'ordre de 140 milliards de dollars. Ça se décline aussi autour de grands chantiers, évidemment, qui sont connus, que nos téléspectateurs connaissent. Grands chantiers, dont évidemment Tanger-Med, qui est une décision royale et qui maintenant, Tanger-Med est pratiquement le premier port pour ce qui est des conteneurs en Afrique. Également les 3500 km d'autoroutes, les aménagements prévus pour ce qui est des ports. Dans les ports, il y a maintenant Nador Westmed qui est un grand port, qui est le pendant de Tanger-Med, mais du côté des provinces sahariennes, il y a Dakhla Atlantique, évidemment, qui est un projet fantastique qui a été lancé en 2021 et qui doit être achevé en 2028. Qui va être probablement le plus grand port atlantique. Donc c'est important. Et puis il faut ajouter, à côté de ces travaux donc de grands chantiers, d'ordre infrastructurel, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. La partie politique, évidemment, le développement politique, dans le sens de la démocratisation et d'une institutionnalisation renforcée avec la Constitution du 29 juillet 2011, qui est une grande avancée dans la région, dans le continent et ailleurs, avec aussi son prolongement pour ce qui est de la régionalisation avancée, avec l'exemple donné et réalisé dans les provinces sahariennes sur ce plan-là, qui est un exemple qui est cité à l'international. Et puis il y a aussi l'État social. Stratégie lancée par le souverain en 2021 qui prend forme aujourd'hui avec toutes les mesures prises pour ce qui est de la protection sociale, c'est connu. Enfin, il y a une vision sociétale avec en particulier la réforme du Code de la famille, déjà opérée en 2004 et qui fait l'objet d'une refonte aujourd'hui. L'avant-projet entre les mains du Conseil supérieur des Oulama, après avoir été soumis au souverain à la fin mars par une commission ad hoc. Et donc voilà des réformes importantes. Au total, du développement, du progrès social, la consolidation des espaces de démocratie et de liberté, c'est extrêmement important. Je crois que c'est un grand règne. Et cette dynamique vertueuse, professeur, de développement ne se cantonne pas uniquement au périmètre national et s'étend bien au-delà de nos frontières. Le Maroc est fort d'une stature internationale à la faveur d'une diplomatie royale agissante. Quels sont aujourd'hui les fruits de cette politique étrangère impulsée par le souverain ? Question, pourquoi le royaume a aujourd'hui cette cotation diplomatique dans le concert des nations? Le Maroc est aujourd'hui un pays donc dont la voix porte, elle est écoutée pour plusieurs raisons, 2 essentiellement que je vous propose. La première, c'est que le Maroc apporte une valeur ajoutée pour ce qui est de sa diplomatie sur un certain nombre de domaines, partenariats privilégiés. Il y a une dizaine de conventions de partenariat privilégiés signées avec des pays aussi divers que la Russie, la Chine, l'Inde, etc., sans parler de la France et de l'Union européenne, parce que nous avons un statut avancé. C'est important depuis 2008. Il y a également l'autre volet dans le continent, toute la doctrine royale exprimée déjà dans le discours du souverain de 2014 au forum d'Abidjan sur la coopération sud-sud et le fait que l'Afrique doit avoir confiance en elle-même. Ça a été une doctrine qui s'est traduite par un certain nombre d'initiatives, dont
ne serait-ce que l'initiative atlantique, vous le savez, du souverain, qui est à l'ordre du jour, ou encore le fait que sa proposition à propos de la connexion des États sahéliens qui sont enclavés par rapport donc à cette initiative, avec la mobilisation du Maroc pour leur apporter aide et assistance. Il faut ajouter, vous en avez parlé dans votre sujet, le soutien constant de la cause palestinienne, le souverain étant président du comité de Quds, donc c'est une position intangible, mais agissante. Agissant par des initiatives que vous avez évoquées, l'aide humanitaire, etc. Et puis aussi, il y a une autre plus-value dans notre diplomatie qui tient au fait que le Royaume prend en charge un certain nombre de grandes problématiques internationales et mondiales. Lesquelles? Les énergies renouvelables, le changement climatique, les problèmes d'environnement, les problèmes migratoires. Le souverain, d'ailleurs, depuis février 2017, quelques semaines après le retour du Maroc au sein de la famille africaine, le souverain était consacré comme leader africain, donc pour ce qui est de l'immigration. Et le Maroc prend sur ce plan-là, il est pionnier pour ce qui est de la gestion de la régulation de la migration. C'est le seul pays qui a accordé une politique de régularisation en faveur de 53 000 subsahariens. 53 000, il y a eu une campagne en 2014-2015. Aucun pays ne s'est distingué à cet égard. Bien au contraire, des pays se sont distingués par des mesures de répression. Vous savez à qui je fais référence. Alors ça, c'est le premier volet. C'est parce que nous avons des initiatives et une capitalisation dans ces différents domaines, au-dedans et au-dehors, que le Maroc a ce statut aujourd'hui dans la scène internationale, régionale et africaine. Et ça tient également aux qualités propres du souverain. Vous savez que le leadership personnel du souverain est salué à l'international par les grandes puissances et les grands chefs d'État. C'est un leadership qui est personnel, je l'ai dit, qui est moral, politique et diplomatique. Et donc c'est une voix qui porte, c'est tout ça qui donne au Maroc de 2024 ce statut et cette perception positive dans le concert des nations. Et sur le plan parlementaire, cette semaine a été marquée par la clôture de la deuxième session de l'année législative 2023-2024 aux deux chambres du Parlement. Quel bilan faites-vous des réalisations accomplies dans les deux chambres lors de la session d'avril? Écoutez, là, nous passons du périmètre où c'est le souverain qui a la haute main, pour la diplomatie, à un autre périmètre de politique intérieure où ce sont d'autres acteurs et d'autres institutions qui ont la main pratiquement. Est-ce que le bilan de ce Parlement est satisfaisant? C'est un sujet de débat. Les deux présidents des deux chambres, Chambre des représentants et Chambre des conseillers, ont fait une présentation de la session ouverte en avril dernier. Il y a du travail, c'est vrai. Il y a eu 13 propositions de loi qui ont été adoptées pour la première fois. Les propositions de loi sont d'origine parlementaire, à différence des projets de loi qui sont d'origine gouvernementale. Mais dans les 13 propositions de loi, la majorité d'entre elles viennent des partis de la majorité. Donc, élément d'interrogation et de pondération, si je puis dire. Il y a une 9 lois qui a été adoptée, notamment la loi sur le nouveau code de procédure civile, qui fait l'objet d'ailleurs d'un débat et d'une tension avec l'association marocaine des barreaux du Maroc, reprochant le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation. Il y a la réforme du statut des CRI, les centres régionaux d'investissement, et puis il y a eu, en fin avril, le bilan présenté par le chef du gouvernement à l'occasion de son mi-mandat. Donc, sur ce plan-là, il y a des choses. Il y a aussi la procédure des questions. Il y a 1700 questions écrites qui ont été adressées aux différents membres du gouvernement. Il y en a 1200 qui ont reçu une réponse. Reste, pour ce qui est du Parlement, deux choses, me semble-t-il. La première, c'est que le travail des commissions traîne un peu. Et en même temps, il y a beaucoup d'absentéisme et dans les travaux de commission et au niveau des sessions normales des deux chambres du Parlement. On a vu des textes importants votés avec un tiers seulement des effectifs composant chacune des chambres. Ça, c'est problématique. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour ces éclairages. Merci à vous. Et dans l'actualité internationale, Gaza meurtrie par les violences. Hier, l'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation aux habitants de plusieurs quartiers de Khan Younes.
Israël élargit ainsi son opération dans et autour de cette ville du sud de la bande de Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont déjà été déplacés depuis plusieurs jours. 180 000 personnes sont obligées de se déplacer vers la zone humanitaire d'Al-Mawassi. Des évacuations par milliers sont actuellement opérées en Californie. L'État américain fait face à un méga feu de forêt. Plus de 4000 habitants dans le nord ont été contraints de fuir les flammes ravageuses attisées par des rafales de vent. Depuis mercredi, le parc Fire a ravagé plus de 720 km² de forêt. 134 bâtiments et près de 97 000 hectares sont déjà partis en fumée selon les autorités. Des foyers d'incendie résistent toujours, rendant difficile l'intervention des pompiers. Au moment où la campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre bat son plein, 2 semaines après avoir été blessé dans une tentative d'assassinat, le candidat républicain Donald Trump organise un meeting de campagne dans une salle de hockey de 6000 places dans l'État du Minnesota, dans le Midwest. Pendant ce temps, la vice-présidente Kamala Harris, qui est en passe de devenir la candidate démocrate, participe à une collecte de fonds à Pittsfield, dans le Massachusetts. Retour chez nous, qui dit période de vacances estivales, dit grand rush sur nos routes. Les automobilistes observent un trafic intense sur l'ensemble des axes routiers du Royaume. En cette période de grands déplacements, les autorités en appellent à la conduite responsable pour que été ne rime pas avec danger. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli et Zakaria Morinbillah. Sur la route nationale numéro 13 reliant le Hajj Bamidels, un trafic routier visiblement intense. Estivant de passage ou à destination différente, Marocains résidant à l'étranger de retour au pays, autant d'usagers de la route qui contribuent à la densification de la circulation. Pour faire face à cette situation, les services de l'équipement et du transport veillent au grain. Pour la saison estivale, ils ont procédé à l'ajout de panneaux signalétiques et à des campagnes de sensibilisation. En coordination avec les autorités locales, on accompagne cette croissance tout en mettant en place des brigades de signalisation qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ont pour objet de renforcer la signalisation verticale et horizontale au niveau du réseau routier, ainsi qu'entretenir le réseau existant. Pour un appel aux usagers de la route, on les conseille de suivre les consignes des agents du ministère de l'équipement, des agents des autorités locales, ainsi que de vérifier et s'assurer l'état des véhicules avant de voyager. Pour éviter les accidents de la circulation, certaines mesures s'imposent avant de prendre la route. Il faut surtout être en forme et avoir une bonne dose de sommeil, vérifier l'état mécanique du véhicule et respecter la signalisation routière. Nous vérifions l'état des pneus, du moteur, des freins et tout ce qui se rapporte à l'état technique du véhicule. En plus, nous devons respecter le temps de conduite qui est de 9 heures sur 24. Il faut s'assurer de l'état mécanique et également des papiers comme l'assurance ou l'attestation de visite technique. Sur la route, la vigilance est de rigueur. En tant que conducteurs professionnels, nous appliquons à la lettre la signalisation routière. Cela va de notre sécurité et de celle de nos passagers. L'entretien et la vérification du véhicule est un facteur primordial de la sécurité routière. Des mesures d'autant plus recommandées en voyage, surtout avec l'augmentation sensible de la circulation routière à l'occasion de la saison estivale. Et l'une des villes à faire le plein de visiteurs cet été est El Jadida, une destination prisée pour son climat doux, ses plages à proximité et ses sites historiques. Mazagan affiche complet en cette saison avec des arrivées en masse de nationaux et d'étrangers. Hassan Zaki, Ashur Ben Saoud et retour à Zakaria Moukimbillah. Sur la plage d'El Jadida, l'affluence est bien palpable par ces temps de forte chaleur. Les visiteurs viennent des 4 coins du royaume. Ils sont séduits par son sable fin, ses eaux limpides et ses douces vagues. J'aime bien la propreté de la plage et surtout la population accueillante. Sur place, les civils se sont en toute sécurité.
El Jadida est une ville rafraîchissante. À Khouribga, où je réside, il fait plus chaud. Nous venons souvent ici pour nous baigner dans ces plages. Et le littoral n'est pas le seul atout d'El Jadida. En plein centre-ville, monuments historiques et infrastructures modernes contribuent à drainer des nombres importants de visiteurs du Maroc et de l'étranger. On est remonté ici et on trouve c'est très beau. On a fait un peu le tour des remparts de la cité portugaise, de la plage, etc. Je voudrais découvrir la ville d'El Jadida, dotée de belles plages, avec une économie basée sur la pêche. Renforcer l'attractivité d'El Jadida est de nature à donner un coup de boost aux activités touristiques de la ville. Sa proximité avec Safi et Sidi Bouzid en font une destination privilégiée des amateurs d'estivage sur le littoral. C'est d'ailleurs souvent un point de départ pour aller à la découverte de ces autres adresses incontournables. Une ville agréable à vivre l'été, restez-y car plusieurs des régions centres s'apprêtent à une nouvelle période de forte chaleur. Le thermomètre va encore grimper cette semaine. Une vague de chaleur est prévue de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du royaume. Des températures aussi entre 42 et 46 degrés sont ainsi attendues dans les provinces de Bni Mellal, Fqih Ben Salah, Gersif, Taounat, Taza, Stat et Khouribga. Et de mercredi à vendredi, le mercure affichera entre 43 et 47 degrés dans les provinces de Marrakech, Rhamna, Latsrarna, Aousserd, Ouaddahab, Boujdour, Assazak, Smara, Tata et Tarouda. JO de Paris, les résultats du jour. Le surfeur marocain Ramzi Boukhriam s'est qualifié à Tahiti pour le deuxième tour de l'épreuve du surf. Boukhriam a occupé la deuxième place de la 5e manche du premier tour avec un total de 9,76 points. Derrière le Brésilien Joa Chianca qui s'est hissé au 3e tour. Si Boukhriam a réussi à tirer son épingle du jeu, le duo composé de Mohamed Abisha et Zouher El Graoui engagé en beach volley s'est incliné face au tandem brésilien Jorge Souto, Mayor et André Loyola en 2-7. De son côté, le coureur marocain Ashraf Dormi a terminé à la 32e position du contre-la-montre en signant un chrono de 43 minutes 31 secondes 37 centièmes. Et puis l'escrimeur Hossam El Kord n'est pas parvenu à franchir les 16e de finale de l'épreuve de l'épée individuelle. Sport toujours, Royal Golf Dar Salam s'adjuge le titre de la Coupe du Trône de Golf 2024. Royal Golf Dar Salam remporte ainsi son 11e titre dans cette compétition après avoir pris le meilleur en finale sur Royal Golf Enfant Mohammedia sur le score de 7-2. La 3e place est revenue au Country Club de Tanger après sa victoire face au club Wadfess en match de classement. Et à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales au trône de ses glorieux ancêtres, les forces armées royales organisent les 30 et 31 juillet 2024 des shows aériens et des sauts d'exhibition en parachute. Les shows aériens auront lieu le long de la côte de Médier le 30 juillet 2024 et au niveau de la corniche de Martil le 31 juillet 2024 à partir de 18h.
et seront animés par la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des forces royales. Au niveau de la marina de Bourg-et-Greg Salé, des sauts d'exhibition seront exécutés le 30 juillet par les parachutistes féminins et masculins de l'équipe nationale en 2 shows sous forme de tableaux artistiques et de mouvements acrobatiques. Le premier show à partir de 10h et le second à partir de 16h. Ces sauts d'exhibition porteront sur la précision à l'atterrissage des numéros en voile, contact et autres formations en chute libre. Toujours à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales organisent le premier festival international de la musique militaire. Des spectacles musicaux se sont déroulés hier simultanément à Rabat, Mahaj Riyad, Salé, à Bab Mressa et Temara, à la plage Harhoura. Et c'est sur ces belles mélodies du Maroc et d'ailleurs que nous nous quittons. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.